Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour entendre Monsieur Jean-François Montel, candidat pressenti pour exercer les fonctions de président du directoire de l'établissement public Société du Grand Paris. Cette audition est prévue par l'article 8 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. En application de cette loi, le président du directoire est en effet nommé par décret après avis du conseil de surveillance qui vient tout juste de se tenir en visioconférence et après audition devant les commissions permanentes compétentes du Parlement. Il ne s'agit pas à proprement d'une audition régie dans le cadre de l'article 13 de la Constitution, à la différence d'autres candidats pressentis. La différence est ici qu'un vote avec nos collègues députés pour approuver sa nomination n'est pas requis. Pour autant, nous sommes là pour vous entendre et jouer notre rôle. Il est envisagé de vous nommer moins de 3 ans seulement après la nomination de M. Thierry Dallard, qui n'aura pas été jusqu'au bout de son mandat de 5 ans. D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, ça n'a été le cas d'aucun de ses prédécesseurs, puisque depuis la création de l'établissement en 2010, 4 et bientôt 5 présidents du directoire se sont succédés. Vous avez un défi à relever. Vous comprendrez que cette instabilité nous interroge, voire nous inquiète quant à la bonne conduite du projet du Grand Paris Express. Venons-en d'ailleurs au projet lui-même. La Société du Grand Paris Express est chargée de la conception et de la réalisation de transports publics basés sur la construction d'ici 2030, ce projet d'infrastructure, d'un réseau de 200 km de voies nouvelles, avec notamment le prolongement de la ligne 14 et la création de 4 lignes nouvelles, les lignes 15, 16, 17 et 18, et de 68 gares. Cela correspond à un doublement du réseau existant. L'objectif est notamment de désengorger le réseau actuel et de faciliter les trajets de banlieue à banlieue. Il doit s'accompagner d'importantes retombées socio-économiques que vous pourrez d'ailleurs nous rappeler. Le projet a néanmoins connu de nombreuses dérives à la fois en termes de coûts et en termes de calendrier. Sur les coûts d'abord, comme l'ont récemment mis en lumière nos collègues de la Commission des finances, qui ont publié en octobre 2020 un rapport intitulé « Grand Paris Express, des coûts à maîtriser, un financement à consolider ». La Société du Grand Paris a traversé une crise d'ampleur en 2018 à la suite de la publication d'un rapport de la Cour des comptes qui a mis en avant la dérive des coûts du projet qui sont passés, je vous le rappelle, entre 2013 et 2017, de 22,6 milliards à 35,1 milliards d'euros. Ensuite, sur le calendrier, si le chantier a débuté dès juillet 2016, il connaît d'importants retards qui s'expliquent en partie par la crise sanitaire, de telle sorte que Jean-Baptiste Djebbari a annoncé en juin 2020 que les lignes 16 et 17 ne seraient pas prêtes pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. En tant que conseiller maître à la Cour des comptes, vous connaissez parfaitement ces problématiques de dérive de coûts et de calendrier. C'est pourquoi nous souhaiterions vous entendre aussi précisément que possible sur votre feuille de route pour la suite du projet. Avant de vous laisser la parole pour un propos liminaire, puis à l'ensemble de mes collègues qui auront, j'en suis certain, un grand nombre de questions à vous poser, je souhaitais vous interroger sur 2 points précis. D'une part, le modèle de financement du projet qui, toujours d'après nos collègues de la Commission des finances, a atteint ses limites. Partagez-vous ce constat et d'après vous, ce modèle devrait-il à terme évoluer? D'autre part, le rapport de nos collègues pointait les progrès qui restaient à accomplir dans les relations entre la SGP et les autres organismes de transport franciliens, au premier rang desquels Île-de-France Mobilité, qui sera en charge de l'exploitation du réseau. Quelles sont vos propositions en la matière? Je vous remercie et je vous souhaite tout de suite la parole. Merci. Place la barre très haut. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je remercie votre commission de m'entendre cet après-midi dans le cadre du processus de désignation prévu par la loi de 2010 que vous venez d'évoquer, Monsieur le Président. Pour répondre à votre propos d'introduction, j'évoquerai d'abord mon analyse de la situation actuelle s'agissant du projet Grand Paris Express et s'agissant de la Société
du Grand Paris. Puis je vous dirai quelques mots de mon parcours et des moyens que j'entends mobiliser pour mener à bien ce projet. J'essaierai évidemment de répondre aux 2 questions que vous m'avez adressées à l'instant. Alors pour la 2e fois de ma carrière, je me trouve devant la possibilité de mettre en œuvre un projet à la naissance duquel j'ai initialement participé. Membre du cabinet du Premier ministre en 2009 et 2010, en charge notamment du développement durable et des transports, j'ai participé aux réflexions d'abord, aux décisions ensuite qui devaient déboucher, entre autres, sur la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ou sur le décret du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris. Je rappelle ces points parce qu'ils sont très importants pour la suite et en particulier pour la conception que je me fais de la cohérence de ce projet. Je vais y revenir. Participer à un projet à la naissance duquel on a concouru n'est pas une situation si fréquente, pour reprendre ce que disait d'ailleurs Monsieur le Premier ministre le 14 décembre dernier, en inaugurant le prolongement nord de la ligne 14, première mise en service des lignes constitutives du Grand Paris Express. Aussi, en entamant ce propos, je veux d'abord vous dire que pour quelqu'un qui a consacré sa vie professionnelle au service de la chose publique, passant d'un grand plan exceptionnel d'investissement régional à la réorganisation de l'État territorial ou de la restructuration d'un ministère à l'analyse de la situation financière des départements, entrer de plein pied dans la mise en œuvre concrète et opérationnelle du Grand Paris Express, à la naissance duquel, à nouveau, j'ai participé, c'est d'abord entrer dans un projet qui réussit. Ce projet, vous l'avez rappelé, a déjà connu depuis 11 ans une histoire riche, avec des difficultés, des recalages et des adaptations. J'y reviendrai bien sûr. Mais aussi et surtout des réussites qui illustrent l'inauguration que je mentionnais à l'instant et qui illustrent surtout de très nombreuses avancées, probablement moins immédiatement visibles, mais qui démontrent déjà la capacité de la Société du Grand Paris à le conduire. Ce projet connaîtra évidemment encore de nombreuses vicissitudes. C'est le lot de tout grand projet public des temps modernes. Et on peut même aisément conjecturer que les difficultés seront à la hauteur de l'ambition. Mais ce projet ira au bout, et c'est d'abord avec cette conviction que je me présente devant vous cet après-midi. Aussi, en débutant ce propos, vous me permettrez de rappeler le souvenir de cette période au cours de laquelle s'est concrétisée cette immense ambition et d'évoquer les acteurs de cette époque, et enfin de vous dire à nouveau que c'est dans cette ambition que je m'inscrirai. Alors que dire aujourd'hui du projet et de l'ambition ? Les 2 premiers paragraphes de la loi de 2010 les définissent et rappellent que le projet d'ensemble s'appuie sur la création d'un réseau de transport public de voyageurs. Vous avez mentionné, Monsieur le Président, la question de la création de richesse. Comme vous, j'ai pris connaissance des études préliminaires d'ailleurs qui évoquent des chiffres que je ne qualifierais pas de vertigineux, mais extrêmement importants, de l'ordre de 100 à 200 milliards d'euros supplémentaires générés par ce grand projet. En tout cas, c'est à cette aune que se mesure l'ambition. D'ailleurs, les superlatifs sont de mise dès qu'on évoque le Grand Paris Express, le réseau de transport. De même d'ailleurs que les comparaisons, voire parfois l'impossibilité d'en établir. Je ne me livrerai pas à ces superlatifs, d'abord parce que je crois que ces appréciations, si justes soient-elles, sont derrière nous alors qu'a bien débuté la phase de réalisation. Ensuite, parce que cette participation à ce qu'on a appelé le chantier du siècle, si elle justifie une mobilisation exceptionnelle de ces acteurs, ne doit pas non plus tétaniser. Qu'est-ce qui doit aujourd'hui être mis en avant selon moi ? J'userai de 3 qualificatifs qui dicteront mon action. Le Grand Paris Express, c'est d'abord un projet indispensable. Ce dont il s'agit, ce n'est pas seulement de creuser des tunnels, ni même de permettre à des trains de rouler, à une vitesse d'ailleurs jusqu'ici inconnue pour un équipement de ce type. Ce dont il s'agit, en définitive, c'est d'améliorer la vie des gens. C'est de réduire les déséquilibres territoriaux. C'est de conforter la trajectoire et les engagements français en matière de développement durable et de lutte contre les effets du changement climatique.
Comme me le disait il y a 3 jours le président d'un conseil départemental particulièrement concerné, ce projet redessine les cartes et annonce enfin le désenclavement si nécessaire de nombreux territoires d'Île-de-France. J'ajoute enfin que dans une période si difficile que nous vivons tous depuis bientôt 1 an, ce projet est aussi la manifestation de l'espoir dans l'avenir, tout à la fois dans la capacité de notre pays à conduire un chantier de cette ampleur et notre souhait collectif de retrouver puis développer des échanges entre les hommes qui ne soient pas seulement virtuels. Un projet indispensable donc, mais aussi, et je veux d'emblée insister là-dessus, un projet cohérent. L'ambition initiale du Grand Paris, que tous les gouvernements depuis 2010 ont confirmé, ce n'est pas de proposer une série de tronçons détachables les uns des autres, qu'on réaliserait séparément au gré des moyens ou qu'on abandonnerait tour à tour au gré des difficultés ou des oppositions. C'est un réseau que l'article 2 de la loi de 2010 définit dans toute sa cohérence interne et ses interconnexions avec l'ensemble des réseaux existants, et que le schéma d'ensemble, voté à l'unanimité par le Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris et approuvé par le décret du 24 août 2011, traduit. La cohérence de l'ensemble du réseau s'inscrit dans une cohérence plus globale encore de l'ensemble des aménagements induits avec les 68 gares et leurs quartiers, futurs pôles de développement, de requalification urbaine et de potentialités qui sont loin, à l'évidence, d'avoir été toutes envisagées. Mais c'est là que se situe le potentiel de développement que vous mentionniez, Monsieur le Président, en introduction. Le Grand Paris Express, enfin, se caractérise depuis ses débuts comme un projet collectif. La concertation a présidé à toutes les étapes préalables à l'entrée dans la phase opérationnelle où nous sommes aujourd'hui. Elle se poursuit depuis lors, au niveau local comme à celui du pilotage d'ensemble, et me semble une des conditions essentielles à la réussite du projet. Ainsi, par exemple, entré dans la phase industrielle que j'évoquais, le Grand Paris Express ne saurait manquer d'apparaître, et cela a déjà commencé d'ailleurs, comme une source de nuisances, avant que d'être ce grand réseau de transport public qui fera que les gens vivront mieux. Dès à présent, gérer cet impact territorial qui apporte les inconvénients avant de laisser entrevoir les avantages, même si tout est mis en œuvre, d'après ce que j'ai pu entrevoir, pour limiter les nuisances, ne peut se faire qu'en concertation étroite et permanente avec les élus. Cette appréhension collective et concertée du projet, dans sa conception et dans sa conduite, s'exerce à tous les niveaux. Relations avec les élus, je l'ai dit, et bien entendu avec les services de l'État, en particulier sur les questions d'impact territorial. Mais aussi rôle déterminant joué par le Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris, organe délibérant doté de larges prérogatives. Et enfin, j'y reviendrai, caractère collégial du directoire. En bref, c'est cette mobilisation collective de toutes les énergies, s'appuyant sur un exercice de concertation et de transparence permanent, qui fait la marque de fabrique du Grand Paris et la condition de son succès. Où en est le projet aujourd'hui ? Il n'est pas inutile, je crois, de rappeler succinctement quelques étapes. 2010, loi, décret, débat public. 2011, schéma d'ensemble. 2012 à 2016, études, première déclaration d'utilité publique, maîtrise foncière. 2016-2017, bouclage des déclarations d'utilité publique, début des travaux de génie civil, arrivée des premiers tunneliers. Alors certes, il sera question, cet après-midi et bien souvent ensuite, des délais, des retards. Mais je tiens quand même à souligner ces premières étapes et ce calendrier, probablement d'ailleurs pour rappeler avant tout que si retard il y a eu aujourd'hui et s'ils ont pu être constatés, notamment dans la phase 2017-2018 que je vais mentionner dans un instant, c'est des retards probablement par rapport à une estimation initiale qui n'était pas bonne. Mais aujourd'hui, le Grand Paris Express, ce sont toutes les lignes en travaux. Plus d'une centaine de chantiers en cours, 7000 personnes qui s'y emploient quotidiennement. C'est 40 km de tunnels sur 200 déjà creusés. C'est une série d'émissions obligataires couronnées de succès. C'est enfin, il y a quelques jours, et pour prendre ces seuls exemples, l'attribution du marché de réseau multiservice des lignes 15, 16 et 17.
C'est la publication de l'appel public à concurrence du deuxième marché de la ligne 15 ouest en conception-réalisation. Bref, pour arriver à ces résultats concrets, le projet et la Société du Grand Paris sont passés par un certain nombre de crises et ont déjà traversé, ce qui n'a rien d'anormal, je le redis, pour un tel projet, des difficultés importantes. Je voudrais souligner toutefois qu'à mes yeux, une de ces crises, vous l'avez d'ailleurs mentionné, Monsieur le Président, paraît fondatrice et constitue probablement un tournant majeur dans la jeune histoire du projet. Je pense à celle de début 2018. À la suite de certains signaux d'alerte et d'un rapport que vous avez évoqué fin 2017 de la Cour des comptes, le coût du projet a été réestimé, les plannings ajustés et la priorisation de ces travaux redéfinis. Le tout sans que la consistance du projet soit modifiée. Pour faire face à ces bouleversements, les moyens de l'opérateur ont été recalibrés, sa stratégie redessinée et son modèle financier adapté. Je reviendrai évidemment sur la question du modèle financier sur laquelle vous m'avez interrogé. Alors, en plus des superlatifs que j'ai renoncé à rappeler en commençant, je crois qu'il faut rajouter un autre trait atypique pour un projet de cette ampleur, qui est cet épisode d'aggiornamento franc et massif, significatif avant tout de la volonté politique qui le porte. Cela suscite pour moi 2 remarques supplémentaires. S'agissant des coûts, cette réévaluation de 2018 est manifestement robuste. Depuis l'évaluation de la Cour fin 2017 et l'expertise qui a été ensuite déclenchée en 2018, jusqu'à la dernière évaluation figurant dans le rapport d'information de votre Assemblée d'octobre dernier, que vous mentionniez, Monsieur le Président. Eh bien, entre ces 2 dates, il n'y a pas d'évolution réellement significative. Deuxième remarque, en franchissant cet obstacle de 2018, le projet d'ensemble a démontré sa solidité. Ce que je veux simplement souligner, ce n'est pas que le Grand Paris est désormais à l'abri des crises ou des difficultés, bien évidemment, mais qu'il a démontré, et c'est pour moi beaucoup plus important, qu'il avait la capacité à les surmonter. Où en est la Société du Grand Paris quant à elle ? 2 remarques. Au regard évidemment des éléments d'information dont je peux disposer à ce stade, et je sais que vous me pardonnerez de ne pas pouvoir rentrer dans tous les détails, ayant jusqu'ici une familiarité limitée avec l'interne de cette société. Les effectifs de la Société du Grand Paris ont connu une croissance exponentielle, notamment à partir du tournant de 2018. Ils s'élèvent aujourd'hui à 750 personnes. Je rappelle qu'à l'arrivée de mon antéprédécesseur, le chiffre était inférieur à 130 en 2014. L'objectif est d'atteindre 1000 personnes à la fin de cette année. Au titre d'ailleurs des enjeux majeurs de la Société du Grand Paris dans le proche avenir, l'intégration fluide de ces nouveaux collaborateurs et la capacité à leur donner aussi vite que possible une pleine opérationnalité me paraissent déterminants. À ce titre, et ce n'est sans doute pas la dernière fois que je l'évoque, les difficultés supplémentaires occasionnées par les mesures mises en place pour faire face à la crise pandémique me paraissent un point d'attention extrêmement important. Deuxième remarque, la crédibilité démontrée par la Société du Grand Paris sur les marchés financiers est un atout évident à consolider. Elle conforte la stratégie de sécurisation du financement à bas coût validée par le Conseil de surveillance et mentionnée également dans le dernier rapport du Sénat. Quelques mots maintenant, si vous me le permettez, pour me présenter. Mon parcours au cours des 30 dernières années est inégalement partagé entre des fonctions de contrôle, pour une douzaine d'années environ, et des fonctions opérationnelles, pour environ 18 ans. Il est également inégalement partagé entre des fonctions au niveau central, également pour une douzaine d'années, et des fonctions au niveau territorial, également pour 18 ans. Même si je n'y ai jamais directement exercé, je pense pouvoir dire que j'ai consacré plus de 13 ans de ma vie professionnelle aux collectivités territoriales, comme sous-préfet ou secrétaire général aux affaires régionales, ou alors dernièrement pour les contrôler. Si mes fonctions au sein des juridictions financières et mon corps d'origine m'ont évidemment prédisposé à la culture du bon emploi des fonds publics, pour reprendre une expression que j'aime beaucoup,
J'ai également exercé des fonctions d'ordonnateur, soit pour des programmes supports du ministère de la Transition écologique, pour prendre sa dernière dénomination, soit indirectement pour un important programme exceptionnel d'investissement régional dont j'étais le responsable local. J'ai donc pu expérimenter ce que sont les contraintes et les enjeux de la dépense publique, et surtout, ce qui en permet l'utilité. Au-delà de ces quelques éléments biographiques, je souhaiterais maintenant aborder sans détour 2 questions. Elles me sont inspirées d'abord des premières réactions que j'ai pu recueillir, des premières questions qui m'ont été posées, et également de ce que j'ai pu lire dans la presse spécialisée. Elles me sont inspirées également par le fait que je les crois légitimes. Premièrement, mon arrivée à la présidence du directoire de la Société du Grand Paris signifie-t-elle une rupture dans la conduite du projet ? Deuxièmement, n'ayant jamais dirigé d'entreprise ni creusé des tunnels, avec quelles expériences, tirées de mon parcours, puis-je prétendre faire face aux défis nombreux posés à la Société du Grand Paris ? Première question, rupture ou continuité ? Même si une telle question est toujours un peu théorique, elle est, je l'ai dit, légitime. J'ai lu ici ou là qu'on pouvait même aller jusqu'à interpréter mon statut de magistrat financier pour en tirer des conclusions sur des intentions cachées, dont je préfère dire tout de suite qu'elles sont imaginaires. Il me semble d'abord que cette question néglige un point très important qui permet de la relativiser très largement. Je veux à nouveau parler du caractère collégial de la gouvernance. Au-delà du rôle du conseil de surveillance que j'ai mentionné, je rappelle que le directoire est lui-même collégial et qu'au moment où ma propre nomination est proposée, le renouvellement des 2 autres membres du directoire, présents à la Société du Grand Paris depuis respectivement 2015 et 2017, est également proposé. C'est un gage, parmi d'autres, de la continuité de ce projet et de sa conduite. Au-delà de ce premier élément, je souhaite être très clair sur ceci. La Société du Grand Paris a pris, sous l'impulsion de son conseil de surveillance et la proposition de son directoire, un certain nombre de décisions stratégiques qui me paraissent déterminantes pour la réussite du projet. Je m'appuierai dessus et je mettrai tout en œuvre pour les conforter et en tirer tout le profit possible. Pour donner quelques exemples, je pense en particulier à cette sécurisation des flux financiers qui permettent dès à présent de faire face aux besoins de décaissement jusqu'en 2027 environ. Je pense au passage à la conception-réalisation sur les marchés de la ligne 15 Est et de la ligne 15 Ouest. Je pense à la mise en place d'un dispositif renforcé de gestion des risques, sous le contrôle en particulier du comité d'audit et des engagements du conseil de surveillance, ainsi qu'à bien d'autres. Tous ces choix confortent encore, s'il en était besoin, la consistance, la continuité et la solidité du projet. Je recevrai à mon arrivée une lettre de mission du Premier ministre qui, au-delà des objectifs précis qui me seront assignés, confortera cette trajectoire. Deuxième question, quelles sont les expériences tirées de mon parcours que je compte mobiliser pour faire face aux différents défis qui attendent la Société du Grand Paris ? À la tête d'une entité de bientôt 1000 personnes, l'énonciation de capacités particulières dans tel ou tel domaine technique n'a pas, à mon sens, véritablement de sens. Le sujet est d'abord managérial. Pour le conduire, mon expérience du dialogue avec les élus et l'ensemble des services de l'État, celle que j'ai tirée de mes fonctions en cabinet ministériel ou en administration centrale, mais aussi celle que je tire de mes fonctions de président du conseil d'administration d'un établissement public, puisque j'exerce cette mission à l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, me seront évidemment très utiles. J'ai bien évidemment conscience d'arriver dans un contexte qui n'est pas simple, avec des enjeux majeurs à la fois sur le projet dans sa globalité, sur sa continuité, sur sa conduite, mais aussi pour chacune de ses composantes, tronçon par tronçon pourrait-on dire. Je ne sous-estime pas encore une fois les difficultés, mais je ne veux pas non plus en être paralysé. La Société du Grand Paris est maintenant un maître d'ouvrage très important, doté de moyens conséquents, qu'il s'agit d'abord de faire fonctionner au sein de son écosystème national et local, en valorisant ce qui commence à m'apparaître comme sa culture d'entreprise, à savoir technicité, concertation,
transparence et adaptabilité. Ainsi, en première analyse, il me semble que la clé des succès à venir réside dans l'équilibre. L'équilibre entre des objectifs ou exigences qui, sans être contradictoires, doivent en permanence être conciliés. Je pense en particulier à l'équilibre entre la conduite opérationnelle au quotidien et le pilotage stratégique, à l'équilibre entre le management d'une entité qui comptera près de 1000 salariés dans un an et le dialogue constant avec l'ensemble des partenaires externes. Équilibre enfin entre la cohérence globale du projet d'ensemble et la faculté d'adaptation qui doit caractériser un projet de ce type. Cette cohérence d'ensemble, je le redis, est probablement une des leçons les plus fortes que je tire de mon expérience dans les débuts du Grand Paris, et je serai le garant de sa préservation. Les priorités qui sont celles de la Société du Grand Paris aujourd'hui ne changeront pas. La sécurité sur les chantiers, de celles et ceux qui y travaillent, des riverains, des agents. La fiabilité et la capacité à délivrer, comme on dit, et donc, avant tout, la maîtrise des risques. La maîtrise, enfin, des coûts et de la trajectoire financière. Je retire de mes premiers et rapides contacts l'impression d'un établissement tendu vers l'objectif et mobilisant dorénavant un impressionnant panel de compétences. J'en tire aussi la certitude que l'ensemble des partenaires de la Société du Grand Paris partagent avec elle cette volonté d'aboutir et de remplir cet objectif d'intérêt national dont parle la loi de 2010. Cette mobilisation collective est sans doute une des caractéristiques les plus fortes du Grand Paris. Et comme toute entreprise collective, ce projet devra, je le dis une dernière fois, surmonter encore bien des vicissitudes et bien des difficultés. Mais les surmonter me paraît une tâche enthousiasmante quand elle est mise au service d'un projet fondateur. C'est pour y contribuer que je suis devant vous cet après-midi. Quelques mots sur les questions que vous m'avez posées, Monsieur le Président, si j'essaie d'y répondre tout de suite. Premièrement, sur la question du modèle de financement et son éventuelle évolution. Quelques éléments de rappel, en vous priant, mais ce ne sera sans doute pas là non plus la dernière fois que je le ferai au cours de cette séance, de pardonner mes imprécisions à un moment où je commence à appréhender l'ampleur du dossier et où je n'ai pas encore pu avoir, avec les équipes en place, les échanges suffisants pour alimenter mon propos. Alors, ce modèle financier, je le rappelle, il est dessiné par la loi. Il est composé de 2 éléments. Le dernier rapport d'octobre 2020 du Sénat le mentionne. Des recettes d'origine fiscale d'abord et la capacité d'emprunt ensuite. Les recettes d'origine fiscale représentent 750 millions d'euros par an, quand les dépenses en rythme de croisière s'élèveront à 3 à 4 milliards d'euros par an. En phase de réalisation, nous y sommes déjà. La conclusion de tout ceci est simple. La Société du Grand Paris fonctionne à ce stade grâce à sa capacité d'emprunt et constitue de la dette publique, laquelle doit être évidemment contrôlée par le Parlement et voir sa soutenabilité garantie. C'est évidemment sur cette question de la soutenabilité de la dette, dont je rappelle qu'elle avait déjà été mise en avant dans le rapport de 2017 de la Cour des comptes, que la question du modèle de financement continuera d'être posée. Je rappelle aussi que le modèle d'amortissement tel qu'il est actuellement prévu débouche sur un amortissement complet en 2070. Au moment où je m'apprête, si je suis confirmé, à rentrer dans ces fonctions, vous comprendrez aisément qu'il serait sans doute présomptueux de ma part de vous tracer les voies et moyens précis qui, entre 2060 et 2070, permettront de boucler ce modèle de financement. Mais ce que je veux souligner, c'est que le tournant de 2018, que j'ai déjà maintes fois évoqué, a aussi été un tournant important sur cette question-là. À la suite du rapport de la Cour des comptes, à la suite d'un rapport interne qui avait été d'un rapport externe qui avait été commandé par la Société du Grand Paris en 2018, la feuille de route a été tracée par le Premier ministre en février 2018, si je me souviens bien. Elle a débouché sur un rapport demandé à Gilles Carrez,
qui lui-même a établi un certain nombre de propositions. Le rapport reposait sur un diagnostic simple: les ressources fiscales qui servent à la fois à alimenter aujourd'hui le budget de la Société du Grand Paris et surtout à prévoir l'amortissement de la dette qu'elle constitue, ces ressources fiscales étaient insuffisantes pour permettre d'envisager l'amortissement complet de cette dette. Les propositions du rapport de Gilles Carrez ont donc consisté à augmenter ce panier de ressources. C'est ce qui a été fait dans des proportions qui se situent aux alentours de 150 millions d'euros, dont il ne m'appartient pas ici et aujourd'hui de vous dire si elles sont suffisantes ou non. Je constate simplement que la soutenabilité du modèle d'amortissement de la dette, qui vous est d'ailleurs présenté régulièrement à la suite de ces épisodes, qui est présenté régulièrement au Parlement dans ce cadre, cette soutenabilité a été prise en compte de manière énergique. Passer de 500 millions d'euros de recettes à presque 750, c'était un effort majeur. Un autre mot, si vous me le permettez, sur cette question du modèle financier. Je voudrais souligner combien je pense judicieuse la stratégie de préfinancement par l'emprunt qui a été validée par le Conseil de surveillance sur proposition du directoire. Il s'agit en effet de profiter d'un contexte de taux historiquement faible. Sans rentrer à nouveau dans les détails, cette stratégie de préfinancement, qui doit être continuée, avec une gestion de dette qui doit être également travaillée, cette stratégie-là est également de nature à permettre de favoriser la soutenabilité du modèle, notamment en permettant une réduction des frais financiers qui pèsent sur le bouclage global du projet. Vous avez évoqué, Monsieur le Président, la nécessité de progrès à accomplir avec un certain nombre des partenaires transport de la région. Je crois savoir que, là aussi, depuis quelques années, depuis 2 ou 3 ans, a été mis en place un système de concertation permanente, en particulier avec Île-de-France Mobilité. Je ne peux pas porter un jugement sur ce fonctionnement avant de l'avoir observé moi-même. Je ne peux dire qu'une chose, qui revient à une partie des propos que j'ai tenus pour commencer, c'est que, comme vous l'avez compris, je n'imagine pas que ce projet puisse être piloté, au niveau qui sera le mien, sans un souci permanent, sans une question permanente de son utilité finale, et donc de la manière dont il sera exploité, et donc de la relation avec ceux qui seront chargés de sa maintenance, quand ce ne sera plus la Société du Grand Paris, et évidemment ceux qui seront chargés de l'exploitation. Il serait complètement absurde de ne pas se livrer à cette concertation en permanence. Alors, je ne sais pas vous répondre sur le point de savoir si cette relation était mauvaise et dans quelle mesure elle s'est améliorée. Ce que je ressens à la suite de mes brefs échanges et à la suite de ce que j'ai lu, c'est que, là encore, sur ce domaine aussi, c'est avec une grande professionnalisation que le sujet a été pris en compte. Je vous en dirai plus si je suis confirmé dans quelques mois. Merci pour ces explications, merci pour la clarté de vos propos. Je vais donner la parole à Didier Mandelli. Merci, Président. Monsieur le sans doute futur Président, je vais vous nommer comme ça. Je n'ai, pour ce qui me concerne, pas de doute sur votre capacité à vous adapter en fonction du parcours que vous avez pu avoir, même si on peut effectivement être surpris de l'annonce ou de la décision de changement rapide. Et moi, j'ai plutôt, dans un premier temps, une question de Candide. Je vous poserai 3 questions précises ensuite, mais une question de Candide, qui ne fréquente pas, évidemment, les arcanes du pouvoir, de la haute administration. Comment on arrive à être candidat ? Est-ce que vous avez été volontaire ? Est-ce qu'on vous a sollicité ? J'imagine évidemment que ce n'est pas une annonce Pôle emploi qui vous a amené jusqu'à nous. Donc j'aimerais savoir quel est le processus, voilà, même si on peut en avoir une idée.
Question de Candice, je le répète, en toute innocence. Ma première question concerne les JO. Le Grand Paris Express, c'était un des arguments qui ont permis d'appuyer la candidature de la ville de Paris. C'est un préalable, à mon sens, pour les JO de 2024. Le calendrier a déjà été revu à la baisse en 2018. Il est bouleversé, bien sûr, comme beaucoup d'activités, par la crise sanitaire. Et donc, la logistique et l'attractivité de l'événement sont aujourd'hui en question par rapport aux décisions qui avaient pu être prises et aux objectifs. Quelles sont vos prévisions aujourd'hui concernant l'état du chantier avec la perspective des JO ? Selon vous, y aura-t-il des arbitrages effectués afin de favoriser une ligne en particulier ? Et quelles pourraient être les conséquences sur le bon déroulement des Jeux eu égard aux engagements pris ? Deuxième question, la feuille de route qui a été signée par le Premier ministre le 13 novembre 2018 appelle à la signature d'un contrat d'objectifs et de performance, qu'on a évoqué également dans le cadre de la LOM sur les questions de mobilité au sens large, entre la SGP et l'État. Or, la commission des finances du Sénat a pu relever lors de ses travaux qu'un tel contrat n'avait pas été formalisé. La signature d'un contrat de performance figure-t-elle parmi vos priorités ? Quel en serait le calendrier ? Et au regard de la crise sanitaire, quelles provisions devraient nécessairement figurer dans ce contrat ? Ma dernière question est plus technique et dans le cadre de notre commission où les sujets d'économie circulaire nous intéressent au plus haut point. Ma question porte sur les 48 millions de tonnes de terre excavées pour construire le Grand Paris Express. Pouvez-vous nous parler du devenir de ces déblais, sachant que ce poste représente 5% environ du coût du projet, peut-être revu à la hausse, et que seuls 45% sont valorisés à ce jour, ou seraient valorisés à ce jour. Voilà une question un peu plus technique. J'imagine que vous n'avez pas forcément eu le temps de regarder ça de près, mais c'est un enjeu considérable pour le territoire, puisque ça peut représenter plus de 20% des volumes habituels en Île-de-France. Voilà, monsieur le président futur. Et puis c'est un enjeu important pour la politique environnementale. Merci, chers collègues. Je vais donner la parole à monsieur Demilly. Merci, monsieur le président. Monsieur le président du directoire pressenti, j'ai deux questions. Les attentes autour du Grand Paris Express sont fortes, on le sait. Ce projet représentait ou représente l'atout transport des Jeux Olympiques de Paris avec des mises en service initialement prévues pour 2024. Mais ces lignes ne seront finalement pas achevées dans les délais nécessaires, ce qui pourrait bien sûr avoir des répercussions extrêmement fortes sur la qualité des Jeux. Compte tenu du flux potentiellement très important de spectateurs, je sais qu'une délocalisation des épreuves sportives est d'ailleurs envisagée. Les transports qui devaient être un des atouts majeurs des Jeux de Paris vont-ils finalement en devenir une faiblesse ? Voilà, ça c'est la première question que je voulais vous poser. Une deuxième question qui n'a rien à voir concerne les conséquences de la crise sanitaire et les profondes mutations sociales que connaissent les grandes villes et en particulier Paris. De nombreux Parisiens ont déjà quitté la capitale pour s'installer dans des petites villes de proximité. Aujourd'hui, 54% des Franciliens se déclarent prêts à partir s'installer dans une autre région, contre seulement 35% en 2019. Les cadres parisiens, quant à eux, sont 83% à envisager une mobilité régionale à long terme pour exercer leur activité. C'est une étude que j'ai lue de Cadre Emploi d'il y a quelques semaines. Le télétravail semble amené à perdurer, même quelques jours par semaine, ce qui va bien sûr modifier et modifie déjà les manières de vivre. L'éventualité de crise durable est à prévoir, comme l'a évoqué d'ailleurs devant nous en commission le haut-commissaire au plan François Bayrou la semaine dernière. Et dans ce cas, permettez-moi une question aussi naïve que celle de mon collègue Mandelli, mais une question cash et provoque. Faut-il continuer à construire dans l'agglomération parisienne ? Merci, chers collègues. Je vais donner la parole à monsieur Jacquin. Merci, Président. Monsieur Monteil, je vous ai bien écouté. Vous avez affirmé qu'il n'y aurait pas de rupture dans le projet. À cette question que vous vous êtes posée, vous nous avez répondu clairement non. Alors moi, je n'aurais presque qu'une question à vous poser. Il y a un schéma d'ensemble qui a été adopté à l'unanimité le 26 mai 2011. Sera-t-il tenu ? Je précise cette question parce que il y a quelques mois, le ministre des Transports, en juin 2020, avait annoncé le report d'une partie des lignes 16 et 17, en tout cas la partie stratégique autour de Saint-Denis et du Bourget, la ligne des JO. Et puis, il y a quelques jours, presque, le 11 janvier, il a déclaré que il y a des scénarios alternatifs pour le tronçon Saint-Denis-Pleyel et le Bourget.
Et là, vous ne nous en avez pas parlé. Alors, êtes-vous magicien? Parce que moi, je ne comprends pas bien l'équation. Et pour le dire avec humour, je suis agriculteur. Votre prédécesseur a dit qu'il n'avait pas la capacité à faire pousser du blé en Sibérie. Et je n'ai pas entendu dans votre CV que vous aviez cette capacité-là. Mais aidez-moi à lever un mystère, puisqu'il va falloir trouver des variables d'ajustement dans le calendrier, dans les financements. Où sont-elles alors que votre prédécesseur a engagé une stratégie d'irréversibilité en engageant presque tous les travaux, en les finançant, en lançant les marchés publics? Quelle est la variable d'ajustement de ce plan étonnant? Est-ce que c'est la ligne 18, mais il y a Saclay? On n'imagine pas que Saclay ne soit pas desservi. Voilà. Puis j'ai une toute dernière question sur les financements. C'est une question que je pose depuis des années. Est-ce qu'il n'est pas imaginable, demain, pour financer le fonctionnement, de regarder du côté des plus-values immobilières privées, celles qui se créent au droit des gares financées avec de l'argent public, et qui génèrent ces plus-values privées? Si ce n'est pas un prélèvement sur les plus-values immobilières privées, est-ce que c'est un système de taxe foncière à cet endroit? Merci beaucoup. Merci. La parole est à Monsieur Chevrollier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le candidat pressenti pour un grand établissement, la Société du Grand Paris, qui a vocation à porter un projet extrêmement structurant pour le Grand Paris, mais je dirais pour notre pays. Moi, je voudrais vous interroger. Vous êtes ici devant la Haute Assemblée. Nous représentons les élus, les élus de nos communes, nos départements, nos régions, nos intercommunalités. Comment vous envisagez la relation avec les élus locaux qui siègent au sein de cet établissement public? Quel modèle de gouvernance vous envisagez pour mener à bien ce projet structurant pour notre pays? Merci. Merci. Je vous propose, Monsieur Montel, de répondre aux questions posées par mes collègues. Merci. Merci, Monsieur le Président. Comme chacun le sait, il n'y a pas de questions naïves. Alors, je commencerai par celles qui ont été ainsi présentées et en passant très rapidement. Comment on est candidat à de telles fonctions? Puisque certains d'entre vous ont bien voulu plaisanter quelque peu, je vous dirais qu'on n'est pas vraiment candidat à de telles fonctions. Ce poste de président du directoire de la Société du Grand Paris va commencer à devenir confortable à partir de 2030, je pense. Auparavant, on répond à cette demande parce qu'on a, comme moi, passé 30 ans de sa vie au service de la chose publique, je l'ai dit, et parce qu'on croit que ça peut être intéressant de rentrer dans une démarche de construction positive. Pardonnez-moi je vais essayer de ne pas trop le personnaliser et puis de ne pas avoir une parole qui dépasse ma pensée, mais vous imaginez aisément que pour un haut fonctionnaire qui a commencé sa carrière dans les années 90, le quotidien est plutôt fait de restrictions budgétaires, restructuration de systèmes fonctionnant difficilement, réforme de l'État, etc., etc. C'est passionnant, j'ai énormément apprécié de travailler là-dessus et j'ai essayé d'apporter ma pierre à cet édifice. Mais il me plaît aussi de passer outre ces difficultés, dont une grande partie de ma vie professionnelle a consisté à essayer de les combler, de passer outre ces difficultés pour démontrer que notre puissance publique peut faire. Donc voilà, je n'ai pas été candidat, je n'ai pas pu refuser. Alors, la question du calendrier bouleversé et des prévisions. Je n'ai pas de prévision. Je vais être obligé de faire cette réponse à tous ceux qui m'ont interrogé là-dessus. Là encore, je ne veux pas simplement m'abriter derrière le fait que le temps m'a manqué et les informations précises m'ont manqué pour vous donner ces éléments, mais aussi vous dire que
voilà, c'est un sujet assez difficile et c'est une transparence suffisamment nécessaire pour que j'évite de lancer dès cet après-midi des chiffrages, des plannings qui ne reposeront sur rien que sur des intuitions. Voilà, je ne fonctionne pas à l'intuition. J'ai indiqué qu'un des grands atouts du fonctionnement de cette société était sa collégialité. Je commencerai par m'appuyer dessus pour faire mes propres analyses. Alors en revanche, ce que je peux dire, c'est que bien évidemment, comme vous, je suis interrogatif sur ce que l'on peut dire aujourd'hui sur un certain nombre de ces projets. J'ai quand même essayé de lire un certain nombre de choses avant de me présenter devant vous. Et j'ai en particulier lu beaucoup d'interrogations qui portent sur un certain nombre des ouvrages, un certain nombre des lignes, notamment celles que vous avez mentionnées qui concernent les Jeux olympiques et paralympiques. Je vais y revenir dans un instant. Mais je crois qu'il serait tout à fait inapproprié de vous donner à ce stade une appréciation qui, par définition, ne pourrait pas être définitive. En revanche, je le dis, ça va être une priorité immédiate à mon arrivée que de vérifier si effectivement un certain nombre d'éléments doivent être aujourd'hui recalés. Je crois que ça fait rentrer d'ailleurs dans un des aspects particulièrement délicats du pilotage de cette Société du Grand Paris et du projet. La transparence est strictement indispensable. Ce n'est évidemment pas ici que je dirais le contraire, et j'en suis d'ailleurs personnellement convaincu. Il ne faut pas qu'elle ait pour contrepartie le fait de tenir seconde par seconde le calendrier des micro-incidents qui se déroulent sur chacun des 100 chantiers, bientôt 300, en cours sur le Grand Paris Express. Il faut avoir des rendez-vous périodiques, aussi souvent que nécessaire, répondre aux convocations chaque fois que nécessaire et donner tous les éléments quand ils sont demandés. Mais il ne faut pas non plus, à mon sens, en arriver à tenir ce calendrier au jour le jour et afficher en quelque sorte sur les réseaux sociaux l'évolution de chacun des incidents que je mentionnais. Alors pour aller un tout petit peu plus loin malgré tout, et pour répondre aussi aux autres questions qui m'ont été posées, où en est-on en particulier sur ces lignes cruciales qui participent à la candidature de notre pays, couronnée de succès, pour les Jeux olympiques et paralympiques. Encore une fois, je vous demande de prendre ces propos comme ceux de quelqu'un qui a commencé de se renseigner le plus possible et qui veut surtout vous montrer avec quel type de méthode je m'emploierai à travailler sur ces questions complexes. Plusieurs lignes sont concernées. Vous l'avez mentionné, l'une d'entre elles est particulièrement critique, c'est le tronçon 16-17 entre Pleyel et Le Bourget. Ça n'est pas la seule. Et la prolongation nord de la ligne 14, j'ai mentionné, ça n'était pas par hasard, l'inauguration du 14 décembre dernier, la prolongation nord de la ligne 14, ainsi que la gare de Pleyel, sont deux équipements absolument essentiels, déterminants pour les Jeux olympiques et paralympiques. On en parle moins, mais je peux vous dire aussi que c'est déjà le cas, et ça le sera après mon arrivée. L'énergie, non seulement de tous les agents de la Société du Grand Paris, mais évidemment de toutes les entreprises qui participent à ces chantiers, sera exacerbée pour réussir ce rendez-vous pour ce tronçon. S'agissant du double tronçon 16-17 que je mentionnais, voilà la situation telle que je la comprends. Si on repart des annonces que faisait le Premier ministre en février 2018 et que j'ai déjà évoquées, à cette époque-là, ce tronçon était présenté par le Premier ministre comme déjà tendu. Entre-temps, ça n'a échappé à personne, est intervenue la crise pandémique. Un mot, malgré tout, de cette crise pandémique, non pas pour vous dire des choses que vous connaissez mieux que moi, mais simplement pour indiquer que les conséquences de la crise pandémique sur des chantiers tels que ceux du Grand Paris sont, si je puis dire, concentriques.
il y a évidemment les conséquences immédiates de l'interruption des chantiers qui a été décidée, je crois, dès le 17 mars et qui a duré à peu près un mois. Décision parfaitement judicieuse et justifiée, et inutile de le préciser. Mais dans un processus de ce type, processus qui fait s'imbriquer des myriades de décisions, cette interruption momentanée, finalement assez brève, a forcément des conséquences très lourdes et très importantes, que je ne vais pas qualifier d'effet papillon, mais enfin, en tout cas qui entraînent des désynchronisations de chantier, la nécessité de remettre en place des processus quand ils ont été interrompus, à quoi s'ajoute d'ailleurs, parce que nous ne sommes pas sortis de la crise pandémique, des modalités de fonctionnement et de travail qui subissent l'impact de cette crise. Tout ceci aboutit, d'après les éléments dont je dispose, à un retard qui peut être évalué, selon les lignes, entre 3 et 9 mois. Ceci étant entendu sans mesure correctrice. Je ne sais pas aller plus loin. Je ne sais pas aller plus loin à ce stade. Ce que je sais en revanche dire, c'est que ce retard rend inatteignable l'objectif sur ce tronçon 16-17 tel qu'il était envisagé en 2018. Alors, comme vous l'avez mentionné, des solutions dégradées ont été étudiées et sont encore à l'étude. Je me trouve dans une situation un peu inconfortable pour vous répondre parce que ces études ne sont pas définitivement rendues. Elles nécessiteront très probablement, pour répondre clairement à votre question, des arbitrages. Ces arbitrages devront prendre en compte, ce n'est pas à moi de le dire, mais enfin, j'ai fait état de mon expérience de l'arbitrage interministériel, je peux imaginer qu'elles prendront en compte deux grandes séries de questions. Premièrement, l'importance extrême d'être au rendez-vous des Jeux Olympiques. Deuxièmement, au regard de la qualité propre de ces solutions dégradées, les inconvénients en chaîne que celles-ci portent pour l'ensemble du chantier. Donc oui, très probablement, nous allons avoir dans les semaines qui viennent à regarder, en tout cas c'est ce que je ferai si ma nomination est confirmée, de manière très précise comment aborder ce sujet. Mais pour terminer, très provisoirement, sur ces questions des lignes Jeux olympiques et paralympiques, je veux vraiment souligner qu'on ne doit pas uniquement s'obnubiler sur la question du tronçon, du double tronçon 16-17 entre Pleyel et Le Bourget. Et que les autres rendez-vous, en termes de visibilité, en termes d'accessibilité, sont également extrêmement importants. Monsieur le sénateur Mandelli, vous m'avez également demandé si l'établissement d'un contrat d'objectifs et de performance ferait partie de mes priorités. Pas de mes premières priorités, pour vous répondre de manière très directe. J'obtiendrai de la part du Premier ministre, je recevrai, de la part du Premier ministre, une lettre de mission. Vous avez été un certain nombre à mentionner la dernière lettre de mission qui tient lieu de feuille de route. C'est un point important, je dirais même indispensable. Un contrat d'objectifs et de performance, comme tout contrat, se signe entre deux parties. Donc bien entendu que j'évoquerai cette question. C'est un cadrage qui est ni confortable ni inconfortable, qui est effectivement intéressant. Je serais malvenu à considérer que ça n'est pas un outil utile. Ma maison d'origine passe régulièrement de nombreux rapports pour en rappeler l'importance, voire l'exigence. Donc c'est très important. Mais comme je préfère répondre de manière très franche, ça n'est pas l'établissement du COP qui sera au premier rang de mes priorités personnelles, en tout cas dans les premières semaines de mon éventuelle arrivée à la tête du directoire. Vous avez évoqué également, monsieur le sénateur, la question cruciale et particulièrement lourde des déblais. Vous avez compris ma sensibilité environnementale construite de longue date, mais en particulier à la suite de mon passage au secrétariat général du ministère de la Transition écologique. Encore une fois, j'en reste à la dénomination actuelle. Passage qui m'a permis non seulement d'embrasser un certain nombre de ces sujets,
mais également de rentrer en contact avec nombre d'interlocuteurs qui me seront très probablement précieux dans la suite de ce parcours. Alors, vous l'avez dit, autour de 45 millions de tonnes de déblais extraits, aujourd'hui près d'un tiers déjà extraits. Je ne suis capable de vous dire que deux choses, qui sont les deux objectifs que se fixe déjà et doit continuer de se fixer la Société du Grand Paris sur ce sujet-là, avec les entreprises qui conduisent les chantiers, bien entendu. Premièrement, une extrême importance attachée à la question des transports. Chacun sait ici que c'est une question très difficile. Le fret fluvial sera privilégié chaque fois que possible. Ça n'est pas toujours possible par définition. Le fret ferroviaire, dans une région où les sillons, je ne l'ai encore pas étudié, mais enfin, je peux assez aisément l'imaginer, doivent s'arracher avec les dents, si vous me pardonnez la trivialité de l'expression, dans une région où la question tout simplement des transports ferroviaires justifie qu'on construise un nouveau réseau, je peux assez aisément anticiper que l'utilisation de ce moyen pour le fret des déblais, aussi importante soit-elle, et avec toute l'énergie que je mettrai pour la faire progresser, est une question très difficile. Donc, question du transport d'abord, il faut y attacher une grande importance. Question de la valorisation ensuite. Je parle d'après ce que j'ai lu. L'objectif est de valoriser ces déblais à hauteur de 70%. C'est pour moi l'occasion d'utiliser un terme que j'ai eu tort de ne pas utiliser jusqu'ici, qui est celui d'innovation. J'aurais pu mettre ceci dans l'ADN de cette Société du Grand Paris. Et j'ai de nombreux éléments qui me viennent d'ailleurs également de mon expérience précédente de l'existence de la SGP. Arriver à atteindre cet objectif de valorisation à 70% est extrêmement ambitieux. Il faut arriver à utiliser ces déblais pour les remblais, dans les projets d'aménagement, pour les comblements de carrière, pour des expérimentations ou de l'innovation en matière d'éco-matériaux. C'est, comme vous l'avez dit, un enjeu extrêmement important également sur le plan financier. Je ne pense pas qu'il sera possible de progresser sans un vrai effort d'innovation. Je ne sais pas comment j'arriverai à le faire progresser, mais ce sera évidemment au cœur de mes préoccupations. Monsieur le sénateur Demilly, vous avez mentionné les risques concernant les lignes des Jeux olympiques et paralympiques. J'ai commencé d'y répondre, je n'y reviendrai pas. Vous avez également posé une question que, pour ne rien vous cacher, je me suis également posée d'emblée lorsque j'ai commencé à réfléchir sur ce que pourrait être mon rôle et ce que pourrait être mon appréhension du projet global. C'est la question beaucoup plus large des conséquences de la crise, à la fois sur la façon dont on peut faire fonctionner la vie économique, la vie sociale, la vie culturelle en période de crise, et sur les conséquences à plus long terme qu'elle pourrait avoir sur les modes de déplacement, les modes de travail, etc. C'est évidemment une question très importante, je dirais même passionnante. Je me permets juste de dire que, à la place qui sera la mienne, il va falloir que, aussi intéressante que cette activité soit, j'abandonne presque complètement la spéculation intellectuelle. Encore une fois, en 2030, je suis intéressé par toutes les études que peuvent produire les sociologues, les ethnologues, les spécialistes de ces questions. Je ne me sens pas capable de trouver des réponses définitives là-dessus. Je dirais simplement, en répétant cette conviction que je vous ai donnée dans mon propos liminaire, que je ne pense pas, quelles que soient ces évolutions, que la nécessité d'établir des liens entre les territoires, entre les femmes et les hommes, entre les zones économiques, entre ce qu'on appelait à la première époque du Grand Paris, les clusters, pardon de cet anglicisme dans cette enceinte, je ne pense pas que cette nécessité va disparaître. Je pense même en réalité qu'elle va s'accroître. Chacun d'entre nous expérimente aujourd'hui au quotidien le télétravail. Pour rester juste sur ce sujet-là et sans faire état d'expérience trop personnelle,
un des intérêts peut-être de cette période que nous vivons aura été aussi d'en montrer les limites. Aujourd'hui, tout le monde en est conscient. C'était déjà le cas probablement auparavant, mais aujourd'hui de manière très importante. Je ne crois donc pas qu'on doive tabler aujourd'hui sur un bouleversement complet du mode de fonctionnement humain, si je puis dire. Faut-il continuer à construire ? J'ai envie, là encore, de vous répondre, non pas tout à fait par une boutade, mais par le fait que les chiffres que vous mentionniez de intention de changer de vie, ces chiffres-là me paraissent également inspirés par un mode de fonctionnement métropolitain ou régional qui n'est pas satisfaisant et dont précisément le Grand Paris entend permettre d'apporter des solutions. Monsieur le sénateur Jacquin, vous avez posé la question de la tenue du schéma d'ensemble de 2011. Alors, en vous interrogeant sur la variable d'ajustement et en évoquant même certaines lignes, là encore, je veux être très clair, je ne vois pas comment, en entamant cette mission, je pourrais avoir l'idée de remettre en cause de quelque manière que ce soit ce schéma d'ensemble. On a parlé de feuille de route adressée par le Premier ministre au président du directoire. La feuille de route de la Société du Grand Paris, à long terme, c'est ce schéma d'ensemble. Et on n'en sortira pas. La question de la valorisation des plus-values est évidemment une question importante. Je dirais que vous m'incitez, je vous en remercie, à sortir un peu de ma compétence en y répondant. Comme je l'ai indiqué au départ, le modèle de financement et notamment le modèle de ressources d'origine fiscale est déterminé par la loi. Gilles Carrez, pour le mentionner à nouveau, qui est un spécialiste bien connu de ces questions, et notamment s'agissant du Grand Paris, c'est un interlocuteur que j'avais dès l'époque 2009-2010, et je serais heureux de le retrouver, a envisagé beaucoup de possibilités. De mon point de vue strictement personnel, celle-ci est évidemment, il serait là encore un peu absurde de se priver de l'examiner. Mais encore une fois, j'essaierai, si le moment vient, de participer à ces débats à la place qui serait la mienne, mais ce ne sera pas à moi d'en décider. Monsieur le sénateur Chevrollier, comment j'envisage la relation avec les élus locaux ? Alors, je dirais à 3 niveaux et avec une méthode simple. 3 niveaux, je ne veux pas être trop institutionnel, mais il y a d'abord le conseil de surveillance qui comprend des élus. J'ai établi un contact avec eux et je les ai rencontrés il y a quelques heures maintenant, à l'occasion du conseil de surveillance de cet après-midi, qui donne un avis sur ma candidature. Il va de soi que le cadre institutionnel du conseil de surveillance est extrêmement important, il ne saurait suffire. Je me suis engagé, ce n'est pas difficile, et ça tombe sous le sens, à aller les rencontrer le plus rapidement possible. Il y a par ailleurs un comité stratégique qui, cette fois, regroupe, sous la présidence du maire de Vanves, un très grand nombre d'élus, disons presque tous les élus concernés par le projet, par une gare, par une ligne, etc. Là aussi, cet organe, j'essaierai de l'utiliser et de le faire vivre au maximum. Mais c'est mon 3e point et finalement ma méthode, je ne compte pas m'en tenir là. Je ne sais pas travailler autrement qu'en allant à la rencontre des gens. Paradoxalement, sur un projet de cette ampleur, je ne crois pas, en tout cas je n'ai pas l'ambition de le maîtriser dans ses moindres détails. Je ne pense pas que ce soit le rôle du président, du directeur de la Société du Grand Paris, que d'être capable, au débotté, d'avoir une réponse sur la situation précise du tunnelier X à tel endroit de la ligne entre Clichy-Montfermeil et Noisy-Champs. En revanche, je pense qu'il y a le maintien de cette garantie de cohérence qui rentre dans les fonctions du directoire et de son président, et
la capacité à maintenir également en permanence le niveau de confiance qui est indispensable à la réussite du projet et que j'ai évoqué en commençant. Celui-ci, pour moi, passe aussi par des relations interpersonnelles. Je m'emploierai à les nouer le plus rapidement possible et à les faire vivre. J'ai sans doute oublié des questions, Monsieur le Président. Si c'est le cas, pardonnez-moi. Est-ce qu'il a été répondu à toutes vos questions? Oui. Bien, merci. Merci pour ces réponses. Merci pour votre engagement. Et si votre nomination est entérinée, j'espère que vous ne ferez pas comme les autres candidats, que vous resterez le temps délégué, parce que la mission vaut bien d'avoir un peu de temps devant soi pour y travailler. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous.